bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Marc-André Selosse pour cette conférence intitulée Pour une science citoyenne comme outil d'action éducative. Alors évidemment, présenter Marc-André Selosse en à peine une minute, c'est forcément pratiquer des choix parmi ces multiples activités que vous retrouverez en partie dans les ressources dont vous disposerez à l'issue de ce temps partagé. Professeur à l'Institut universitaire de France et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, il travaille sur les symbioses plantes-champignons. Il est également professeur à l'Université de Gdańsk en Pologne, ainsi qu'à l'Université de Kunming en Chine. Depuis plus de 30 ans, il est fortement impliqué dans la formation des enseignants et il préside, depuis sa création, la fédération BioG. Donc, je ne vous en dirai pas plus parce que je pense que le plus important, c'est qu'on écoute Marc-André Selosse. Alors, d'abord, je vous remercie de l'invitation et puis je remercie Sylvie de cette introduction. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler, je pourrais présenter cet exposé de deux façons. Je pourrais vous dire qu'effectivement, c'est un peu un exposé sur les limites de la valorisation de la science dans le champ sociétal. Ça pourrait être aussi l'histoire autobiographique de nombreux échecs et des conclusions que j'en tire. On est à mi-chemin entre les deux. Et il n'y a pas de PowerPoint. Je voudrais vous parler de trois choses successivement et entre chaque partie, j'aimerais qu'on parle un petit peu ensemble de vos questions aux uns et aux autres. Alors, dans la première section, je voudrais vous donner un certain nombre d'exemples, trois exemples d'ignorance sociétale qui, moi, m'ont rendu en tant que citoyen malade, mais qui surtout entravent notre façon d'aller de l'avant. Et l'entrave d'une façon terriblement, terriblement triste, parce que vous allez voir qu'il se cache des solutions en creux. Mon premier point, il sera très bref, je voudrais aborder la question vaccinale. La question vaccinale, elle est assez maltraitée, je pense, de toutes parts. Et je connais aussi bien des amis qui ne se sont pas vaccinés récemment que des amis qui se sont vaccinés, et j'ai toujours l'impression que c'est pour des mauvaises raisons dans les deux cas. Je m'explique. La stratégie vaccinale consiste à prendre un risque individuel effectif, existant, et on ne peut jamais le nier quand il y a vaccination, pour un bénéfice collectif. C'est donc un geste où il y a nécessairement un risque, et le bénéfice, il est collectif. On a assisté à un combat où les uns disaient qu'il n'y a pas de risque, et les autres disaient qu'il y a que des risques. En réalité, on a ici l'exemple typique d'une question où il faut évaluer une balance entre les bénéfices et les risques. Cette évaluation, je pense qu'elle a été proposée, mais souvent le débat s'est polarisé. Jamais il n'a été question de ça. Et comme souvent en santé, on a vu proliférer les fake news. Je vais vous donner juste un chiffre que je tire d'un travail des décodeurs du monde que je relisais justement en vue d'aujourd'hui. Dans les fake news sur les réseaux sociaux, on détecte plus de 50%, 8/15e, de la masse des fake news concernent la santé. Et en matière de fake news, il y a par exemple une qui traîne encore beaucoup, qui est l'idée qu'il y aurait eu certaines scléroses en plaques qui auraient résulté de vaccinations, alors non pas contre la Covid, mais de vaccinations contre notamment la grippe. Et en fait, les articles scientifiques sur lesquels ça porte ont été réfutés. Ils ont été réfutés, mais très souvent, quand j'ai l'occasion de discuter avec des gens en vaccination, les gens s'appuient sur cette histoire de sclérose en plaques qui aurait été liée à des vaccins, alors même que donc, les articles étaient des articles où il y avait qui étaient entachés d'erreurs, l'un d'entre eux en fait même de fraude scientifique. Et la nouvelle, si vous voulez, qu'il y avait potentiellement un lien à la sclérose en plaques, a été diffusée, mais le contre-ordre ne l'est jamais. Et j'aimerais terminer cet épisode-là, cette question vaccinale, en disant qu'à la fois, on voit que nous avons à naviguer dans le complexe. Un vaccin, c'est dangereux, c'est comme un médicament, mais ça a aussi des effets positifs. Et aussi que nous nous retrouvons dans une situation où, quand les rumeurs courent, on ne les arrête pas. La seule façon,
sur un terrain donné, d'éviter d'être la proie de fake news ou de rumeurs, c'est d'avoir construit un discours avant. Après, on n'arrête rien. Alors ça, c'est mon premier exemple. Je vais vous en proposer deux autres, sans doute moins polémiques. Et après, je propose qu'on ait un échange, une discussion. Mon second, c'est le problème de la séquestration du carbone. Aujourd'hui, tout le monde pense à planter des arbres. On parle même de planter des forêts. Ce n'est pas exact, ce sont des plantations. Bon. Et en fait, personne ne réalise que ces plantations, elles ont un petit défaut, c'est que nos enfants ne pourront pas couper les arbres. Ils seront obligés de les garder. Bon. Ils seront obligés de les garder et ils ne pourront pas faire ce qu'ils voudront de leur paysage. Il y aura là-dedans des arbres qui correspondront à mes vacances aux Seychelles. Alors, c'est une vision de l'esprit, hein, parce que moi, je n'ai jamais été en vacances aux Seychelles, ou qui correspondront à mes voyages pour aller dans des colloques scientifiques, qui seront immobilisés sous forme de carbone dans ces plantations. Et on ne peut pas couper cette plantation parce qu'une fois de plus, si jamais on coupe les arbres, que la litière se décompose, que les petites branches se décomposent, et que, à ce moment-là, tout ça retourne sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il faut garder la forêt. À côté de ça, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter des forêts pour stocker du carbone. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut être conscient qu'on ne peut pas le faire sur des surfaces immenses et qu'à un moment, on fait une préemption de l'espace que pourraient utiliser différemment les générations suivantes. À côté de ça, je fais partie de ceux qui militent au sein de ce qu'on appelle le 4 pour 1000. Vous pouvez très facilement trouver le site de cette association pour utiliser le sol pour stocker du carbone. Il s'agit simplement de mettre de la matière organique dans les sols, mettre du fumier dans les sols, mettre les produits de nos poubelles qui sont biodégradables dans les sols et aussi utiliser les sols en hiver pour y planter des plantes qui poussent et qu'on se contentera d'abattre pour faire un apport de matière organique au sol à la belle saison suivante. Tout ça, ça remet de la matière organique dans le sol, et cette matière organique qui est dans le sol, c'est autant de carbone qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'air. On calcule que si on augmente de 4 pour 1000, 0,4%, la teneur en matière organique de tous les sols du globe, on compense les émissions de gaz à effet de serre de l'année courante par l'homme. Alors, ce n'est pas possible partout, ce 4 pour 1000, mais ça fixe des idées. Il y a là un très grand levier de stockage de carbone. Et ce levier de stockage de carbone, en remettant de la matière organique dans les sols, notamment les sols agricoles qui en manquent beaucoup parce qu'on récolte et on n'apporte plus d'engrais organiques, on apporte des engrais minéraux. Donc, les sols agricoles voient leur teneur en carbone, par exemple en Europe, diminuer par 2 depuis 1950. Remettre de la matière organique dans les sols, c'est non seulement stocker du carbone, mais en plus redonner de la cohésion à ces sols et leur éviter de subir l'érosion, parce que la matière organique, ça colle les particules du sol. C'est aussi augmenter leur capacité de stockage en eau. 1% de matière organique en plus dans le sol, c'est 10 mm d'eau de pluie en plus retenue. Et comme on a des étés de plus en plus secs, on a vraiment envie de bien et beaucoup retenir l'eau. Bref, vous voyez que mettre de la matière organique dans les sols, c'est une pure solution. Ah oui, mais personne n'en veut, cette solution. Enfin, ce n'est pas que personne n'en veut, personne n'est au courant. Et je vais vous dire, lorsque nous avons, en juin dernier, proposé une tribune au Monde pour parler de cette idée que, quelque part, entre nos poubelles et la matière organique qui s'y trouve, et les sols se trouverait une des solutions pour résoudre les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas, les émissions déjà faites de gaz à effet de serre, le Monde a mis 1 mois à le publier, et l'a publié en ligne, pas dans la version papier. On n'arrive pas à pousser la science solution. Et finalement, ma conclusion de cet exemple, c'est qu'on se retrouve avec des belles au bois dormant, des solutions absolument géniales, puisque là, on solutionne le stockage en eau du sol, la lutte contre l'érosion et le stockage de carbone. On se retrouve avec des belles au bois dormant que tout le monde ignore, tandis que la biologie et l'écologie sont restreints à des sciences Cassandre qui expliquent pourquoi on est en mauvaise santé, pourquoi les écosystèmes ne vont pas bien. Ça, c'est vraiment dommage, parce que là, il y a une solution qui dort. Mon troisième et dernier exemple, ce sera l'exemple du microbiote. Aujourd'hui, le microbiote humain est en train de s'écrouler en diversité, et ça, on le sait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, c'est un des facteurs qui explique l'explosion des maladies du métabolisme, comme l'obésité ou le diabète, qui explique l'explosion des maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladie de Crohn, sclérose en plaques, où le système immunitaire en fait dysfonctionne et détruit l'organisme. Et ça explique, c'est une des causes qui explique également les maladies du système nerveux qui sont en pleine explosion, comme l'autisme, multiplié par 10 en 30 ans en Europe. Toutes ces maladies, eh bien, une de leurs causes, c'est dans l'érosion de la diversité du microbiote. Bon.
Alors, il y a d'autres causes, mais on sait que si on entretient la diversité du microbiote, on y est moins exposé. Et à côté de ça, nous vivons dans un monde où on voit tous les jours de la publicité à la télévision pour des produits d'entretien qui tuent 99,9% des bactéries. Pour des savons et des produits d'hygiène intime ou générale, dans lesquels il y a encore des produits qui tuent 99,9% des microbes. Or, ça revient à dire que précisément, ils font partie des facteurs qui empêchent notre environnement de nous approvisionner en microbes ou qui détruisent les microbes qui sont sur notre peau. À côté de ça, il y a des moyens d'entretenir la diversité de notre microbiote, de l'entretenir et d'éviter ces maladies. Je vous donne en vrac quelques solutions. Le but n'est pas de faire la liste ici, mais manger des fibres végétales. Ben oui, ces fibres, elles entretiennent nos microbes et en plus, quand on mange du végétal, on a tout un tas de vitamines et d'antioxydants qui sont bons pour la santé. Donc, c'est bon pour plein de choses. On a des aspects aussi tout simples, comme le fait de se laver avec des savons beaucoup moins chers, qui ne contiennent pas de bactéricides, qui ne contiennent pas de telles substances. Et tout ça, ça permet d'entretenir, dans le cas des savons, les bactéries de notre peau, ou en tout cas de ne pas les assassiner trop. Or, ce sont des auxiliaires de notre santé et de notre défense contre les maladies. Voilà, donc je parle ici de coûts inutiles. On achète des produits qui contiennent des choses qui ne sont pas nécessaires et en plus, les produits chimiques responsables de ça sont éventuellement toxiques. Je parle ici d'aspects très simples en santé alimentaire avec les fibres qui permettent aussi de gérer les apports vitaminiques et antioxydants. En fait, je parle encore de pures solutions, mais qui sont complètement ignorées. Alors, à travers cet exemple, on sent que quelque chose de très intime comme le microbiote est un des endroits où en fait l'érosion de la biodiversité est en train de nous abîmer le plus, directement, et qu'il y a des gestes très simples et pas coûteux, puisqu'ils sont plutôt moins coûteux qu'on pourrait faire pour gérer ça mieux. De nouveau, on retrouve ces belles au bois dormant où la science propose des solutions, mais elle ne passe pas dans le grand public. Mais et aussi, on touche ici à une autre dimension qui est que ignorer des choses de la biologie, ça peut être même mauvais pour soi. C'est non seulement mauvais collectivement, la vaccination c'est un objet collectif, le stockage du carbone c'est un objet collectif, mais là on parle juste de finalement s'automutiler par des conduites inappropriées. Donc quelque part, ces exemples d'ignorance, ce dernier exemple d'ignorance-là, il est quelque chose qui est une façon de mal gérer ce que nous sommes nous-mêmes en tant qu'individus. À travers ces exemples, on comprend qu'il y a à la fois des problèmes de connaissance, le fait qu'on ait un microbiote, ce que c'est que stocker du carbone ou ce que c'est qu'un vaccin, bon, mais il y a aussi quelque chose qui relève de la méthode. Un vaccin n'est ni bon ni mauvais. Une méthode de stockage du carbone n'est ni bonne ni mauvaise. La question, c'est quel cocktail, quel choix on fait dans quelque chose qui est complexe, où il y a des probabilités que ça agisse d'une certaine façon et des probabilités que ça agisse d'une autre façon. Ces décisions dans le flou et les méthodes pour optimiser une décision dans le complexe, c'est le cœur de la vie dans la modernité. C'est le cœur de la vie de consommateur tous les jours quand on achète des produits. Et il y a donc un objet ici, enfin, il y a donc un enjeu autour des sciences du vivant et de l'environnement qui est à la fois un objet de connaître certains objets parce qu'il y a une connaissance minimale de ce que nous sommes et de ce qu'est notre environnement qui est nécessaire, mais aussi de méthode. Par parenthèse, parmi les méthodes que véhiculent ces sciences, il y a des méthodes, une méthode, enfin un objet tout simple auquel vraiment on a besoin d'être formé parce que ça sert aussi toujours, c'est l'observation. C'est être capable d'être attentif à son environnement pour en tirer des leçons ou des perspectives ou des moyens d'agir. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière les exemples d'ignorance que je vous ai donnés, il y a non seulement des succès qui ne viennent pas, mais ça traduit aussi un manque de méthode et le fait qu'un minimum finalement de maîtrise des sciences du vivant et de l'environnement, c'est aussi de la méthode. Et j'aimerais terminer par la citation d'un anthropologue canadien qui s'appelle Baikov, qui dit que la biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Alors, cette première section, c'est un peu l'état de ce qui ne va pas. Je proposerai dans d'autres sections une analyse des racines du problème et des solutions, mais peut-être à ce stade, certains ont-ils envie de commenter cela ou d'intervenir ou de poser des questions, je ne sais pas. Les questions via le chat. Il y a le chat, voilà, il y a le chat.
Là, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, Est-ce que certaines mais viendraient là-dessus ou certaines réactions? mais on peut effectivement, conseiller à tous, de se manifester par le chat et d'intervenir à tout moment, puisque, l'intérêt justement, c'est la communication. Alors, cela s'explique en partie par la faible représentation des SVT dans Oui, l'enseignement. ben, Soazic vient de me spolier ma conclusion. Voilà, voilà. Par contre, Stéphane, oui, je vois là, j'ai allumé le chat. Soazic, c'est pas grave, c'est pas grave. Autant le dire et le répéter, parce que ça, c'est pédagogique. Oui, Stéphane se demande si c'est une question de méthode ou de culture. Alors, j'ai un petit peu essayé de dire les deux. Il y a à la fois besoin de connaître certains objets, oui, le fait que, par exemple, on a un microbiote, c'est pas intuitif. Et ça, c'est une connaissance. Donc, effectivement, on a besoin d'une culture au sens d'une connaissance des objets. Mais il y a aussi une question de méthode. Et en fait, c'est pas un ou exclusif qu'il faut prendre ici, mais c'est un ou inclusif. Il y a les deux. Et en fait, si je peux élaborer là-dessus, on dit souvent, oui, il y a des disciplines qui forment vraiment l'esprit et qui donnent des méthodes. Je suis désolé, toutes les disciplines véhiculent des méthodes. Et toutes les disciplines ont des apports à la fois quant aux objets qu'elles traitent et quant aux méthodes qu'elles permettent de développer. Donc Stéphane, les deux. Alors, est-ce possible sur l'ensemble de la France d'équilibrer les émissions de carbone avec le stockage dans les sols? Alors, la réponse, c'est que on est encore loin de savoir vraiment estimer les capacités de stockage qu'on a. Donc, on peut, à ma connaissance, pas répondre quantitativement, mais l'idée, c'est surtout non pas de continuer à émettre des gaz à effet de serre, mais de résoudre ce qu'on a déjà émis, parce que je vous rappelle que dans cette question très précise que vous posez, hein, il y a entre 7 et 10 ans de retard de la machine climatique, et donc c'est dans 7 à 10 ans qu'on aura vraiment le climat qui correspond à ce qu'on a émis déjà. Donc non seulement on a des changements qu'on ne veut pas en ce moment, mais en plus on en aura encore plus, même si on arrête d'émettre demain. La vraie question est de savoir comment résorber ce qu'on a émis déjà, et puis de ne plus en émettre ensuite. Pourquoi est-il si difficile, demande Gabriel, de communiquer cette solution? Alors, c'est la partie 2. Je vais y venir s'il n'y a pas d'autres questions. Enfin, je vais proposer des pistes dans la partie 2 parce que je ne suis pas sûr d'avoir toutes les données du problème. Je ne sais pas s'il y a pas d'autres questions, j'ai avancé. Avancer peut-être, et puis à la fin, on aura… Voilà. Je les laisse venir, mais je n'en vois pas. Alors, comment faire oui, pour expliquer aux jeunes? écoutez, Aurélie, je propose qu'on garde cette question en suspens et qu'on on la regarde pour la fin de la section suivante. Alors, la section suivante, c'est de trouver les racines du problème. Alors, usuellement, on a envie de taper sur les journalistes ou alors on a envie de taper sur les politiques. Moi, j'ai tapé sur tout le monde parce que je pense qu'en réalité, les racines de ce problème et du constat que j'ai dressé, ces racines, c'est nous tous, nous tous. D'abord, évidemment, on peut penser aux journalistes. Et effectivement, moi, je repère, mais je ne suis pas le seul, je vais vous dire, c'est le constat de Vincent Giret qui en parlait, qui faisait une tribune dans Médias en scène, c'était un peu avant la Covid. Ah non, c'était juste après la Covid, c'était au printemps 2020. Vincent Giret était alors directeur de l'antenne de France Info. Depuis, il a grimpé dans l'organigramme de Radio France, mais en tant que directeur de l'antenne de France Info, il s'exprimait en disant qu'aujourd'hui, les journalistes manquent du bagage nécessaire à comprendre la finesse de l'actualité. Et il faisait d'ailleurs un mea culpa sur la façon dont on avait véhiculé l'information sur la Covid. Donc, c'est une idée qui est un serpent de mer dans le monde du journalisme, qui a abouti d'ailleurs à un très beau manifeste des journalistes de l'environnement proposant des solutions pour parler mieux de l'environnement. Mais si on analyse les choses, en fait, le problème du journalisme, c'est pas que les journalistes scientifiques soient mauvais, c'est qu'ils sont en prison. La prison, c'est les pages scientifiques des revues. La prison, c'est les magazines scientifiques, c'est les émissions scientifiques. Je m'explique. Je vais reprendre l'exemple de France Info. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien le soir, en cuisinant, ou en préparant, en faisant le ménage, écouter les informés de France Info. Dans les informés de France Info, il y a des gens qui ont des lumières sur
politiques, économiques, qui sont rassemblés et qui discutent l'actualité. Même certaines fois, quand il y a des enjeux sportifs, on invite un journaliste sportif. On n'a jamais vu dans France Info, dans les informés de France Info, on n'a jamais vu un journaliste scientifique. Même au moment où il y avait de gros problèmes de compréhension de la Covid et où les invités merdouillaient, disons-le, parce qu'ils n'avaient pas les bases et on n'avait pas beaucoup de certitude à ce moment-là, mais il y avait quelques fois quand même, on avait la certitude que ce qui se disait, c'était n'importe quoi. Alors, vous voyez, cette histoire, c'est la première histoire, c'est qu'on a des bons journalistes scientifiques, il faut le dire, parce que mes collègues, des fois, ils disent « ouais, les journalistes scientifiques sont nuls », c'est pas vrai. On a des journalistes scientifiques qui sont bons. Et puis après, les journalistes qui sont des spécialistes d'économie et de droit ou de politique, ils sont mauvais en sciences. Vous prenez un bon journaliste scientifique, il ne fera pas forcément des grandes analyses de points de politique ou de droit. Donc, on n'a pas de mauvais journalistes, ce n'est pas vrai. Mais ils sont organisés d'une façon qui balkanise, radicalise, ne donne pas sa place à l'information scientifique. Alors, c'est un peu d'ailleurs ce qui nous est arrivé quand je vous parlais de cette tribune. Moi, je vais vous reparler d'une tribune. Alors, vous allez dire, je parle encore du Monde, qui est un média que j'aime bien, et c'est pour ça que j'en parle. Le jour de la Journée nationale des sols, c'est le 5 décembre. On avait proposé une tribune, cette fois-ci, pour parler d'un problème qui est vraiment un problème aigu, qui est cette loi qui apparaît, la loi zéro artificialisation nette, ZAN en abrégé, qui dit qu'en 2050, on ne pourra plus artificialiser des terres. C'est-à-dire que quand on recouvrira des terres nues, de routes, de construction, il faudra remplacer par autant de sols qu'on aura dégagés, de sols de ville ou de sols construits qu'on aura décapés. Alors, ça fait bondir les élus locaux parce que leur modèle de développement, c'est l'extension d'une banlieue pavillonnaire, l'extension d'une zone commerciale. Donc, pour eux, c'est un vrai scandale. Et nous avions, à l'occasion de la Journée mondiale des sols, avec Éric Orsena, signé une tribune pour dire pourquoi il fallait protéger nos sols agricoles et pourquoi il y avait une vraie catastrophe, puisqu'on en perd en gros 10% tous les 50 ans. Ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. Et en plus, on voit bien qu'on a des problèmes de souveraineté alimentaire. Bien, dans ce contexte, notre tribune est tout de suite acceptée et elle passe en ligne, rebelote. En ligne, ça touche que les gens qui cliquent dessus. Alors que quand je feuillette les pages de mon journal, ça me donne toujours des informations sur comment ça se passe au Togo ou sur la pêche à la sardine en Basse-Bretagne, des trucs où j'aurais pas. Enfin, voilà, j'ai une occasion de plonger dans un sujet qui n'est pas le mien. Donc, il y a un plafond de verre, finalement, pour l'information scientifique. Et dans le même temps, on voit déferler dans les pages du Monde papier les tribunes et les prises de position des élus qui s'opposent à la loi zéro artificialisation nette. Alors moi, je pense qu'il y a une solution qui n'est pas une bonne solution. Les écoles de journalisme ont pris le virage. Et il y a beaucoup d'écoles de journalisme où maintenant, les questions scientifiques sont beaucoup plus abordées. Mais en attendant, quand les jeunes remplacent les vieux, et si tant est que les jeunes soient mieux formés que les vieux, moi, ce que je pense, c'est que là, il faudrait des quotas. Il y a des quotas pour la chanson française, il y a des quotas pour les fictions françaises. Pourquoi il n'y aurait pas des quotas de science dans les médias? Alors, vous allez me dire, c'est bien ton histoire de journaliste, mais aujourd'hui, l'information, elle passe surtout par les réseaux sociaux. Ah ben oui, ben voilà. Où est l'agence qui s'occupe de promouvoir parmi les réseaux sociaux les blogueurs, les podcasteurs, les youtubeurs, les ceci, les cela? Où est l'agence qui s'occupe de promouvoir ceux qui proposent à la fois un modèle de succès en termes d'audience et de qualité en termes de message? C'est clair qu'aujourd'hui, on peut taper ce journalisme autant qu'on veut, mais la diffusion d'information, ce n'est plus que le journalisme, ce n'est plus que le journalisme. Il y a des médias et des choses comme ça, il faut organiser la promotion de ceux qui, dans ces médias alternatifs, promeut l'image, les informations que l'on souhaite. Alors, il ne s'agit pas de faire de la censure, il s'agit juste d'avoir des agences qui financent certains médias, comme on finance certains films avec le CNC ou certains livres avec le CNL. Voilà, il nous faut un comité national, un comité national, je ne sais pas moi, de l'information électronique, par exemple. On va l'appeler comme ça. Bon. Deuxième coupable, les braves gens comme vous et moi, les citoyens. Parce que les citoyens, en fait, ils ne sont pas formés, on va y revenir dans la dernière partie, c'est une chose. Et d'ailleurs, ils le savent. J'ai un sondage une fois sous le coude, là, de 2018, alors ce n'est pas tout à fait nouveau. 5% sont pensent avoir une formation, une culture scientifique très satisfaisante. 22% d'entre nous
considèrent qu'elle est satisfaisante, bon, ça fait un quart total de la population, et tout le reste, ils ne sont pas satisfaits. Et d'ailleurs, au passage, et ça introduit ce que je vais faire en troisième partie, eh bien, 88% d'entre eux pensent que la formation scientifique des jeunes n'est pas bonne et que ça explique le problème. Bien. Donc, ils ne sont pas formés en sciences, alors vous allez me dire, ce n'est pas leur faute, ok. Et puis, en plus, autre chose, ils se retrouvent en position d'infériorité par rapport à la science. Ils trouvent un peu souvent ennuyeuse, bon. Et puis difficile, complexe. Mais tout est difficile, tout est complexe. Enfin, quand on lit des romans, ce n'est pas toujours simple de comprendre la psychologie des protagonistes. Enfin, cette position d'infériorité et cette notion d'ennui, elle fait qu'il n'y a pas trop d'appétence. Voilà. Vous savez, il y a une chose qui est très claire, ce n'est pas honteux de dire « Ah, moi, je suis nul en sciences ». Par contre, dire je suis nul en histoire ou je suis nul en littérature, ça fait quand même un peu crasseux, quoi. On a une vision, en fait, de la culture scientifique comme étant un truc difficile, comme étant un truc ennuyeux. Et d'ailleurs, eh bien, aujourd'hui, il y a une division de la culture scientifique, de la culture générale. Là encore, il y a une forme d'isolement, comme l'histoire des pages scientifiques, et la culture scientifique ne fait pas partie de la culture au sens standard. C'est bizarre, parce que c'est un morceau de la culture. Bon, et d'ailleurs, les succès sont très, très différents de ce qui célèbre la culture au sens classique, c'est-à-dire non scientifique, et la culture scientifique. Regardez le barouf qu'on fait pour la fête du patrimoine, et l'absence totale de répercussions médiatiques de la fête de la science. Ça parle. Et ça parle parce que là, je suis à la conjonction des deux premiers points que j'ai évoqués. Ça parle parce que c'est une collusion, cette histoire-là, du monde journalistique et du monde des auditeurs, des honnêtes gens comme vous et moi, des braves gens comme vous et moi, qui ne sont pas prêts à accepter la science. Alors vous allez me dire, pourquoi ils ne sont pas prêts à accepter la science et pourquoi ils trouvent ça ennuyeux? Troisième rubrique, troisième coupable, les scientifiques. On ne fait pas notre boulot de vulgarisation. Et quand on le fait, on génère une image de complexité, voire d'ennui. Alors, c'est vrai que tout n'est pas simple en sciences. Bon, mais je suis désolé. Certains scientifiques peuvent faire de la vulgarisation et on pourrait peut-être avoir des incitations un peu plus fortes de leurs institutions. Je ne me plains pas. Au muséum, c'est une de nos fonctions et donc on est incité à le faire. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une plainte personnelle. Mais je pense, moi, qu'on pourrait beaucoup plus pousser des bons vulgarisateurs de l'INRAE ou du CNRS. On le fait, même s'il faut le dire, ces institutions le font déjà. Mais à mon sens, elles ne le font pas assez. Et puis, la deuxième chose qu'elles ne font pas, c'est de former les gens à vulgariser. Ou en tout cas, elles le font. Il y a du média training, notamment au CNRS. Mais je ne suis pas sûr qu'on le fasse assez et assez bien. Bon, faisons une petite parenthèse sur ce que veut dire vulgariser. Pour moi, vulgariser, il y a deux choses que ça n'est pas et une chose que c'est peut-être. Après, on peut avoir plein de définitions et plein d'approches. Mais il y a deux choses que ça n'est pas. La première, ce n'est pas seulement distraire. Parce que je vois beaucoup de confrères qui se mettent à raconter des jolies histoires très, très distrayantes, mais il n'y a aucun message. Et ça, c'est dommage, parce qu'il faut qu'il y ait des messages de méthode, des messages de conséquences sur la vie. Enfin, ça ne peut pas juste être du bruit comme une jolie musique. Donc, ce n'est pas que distraire, même si on peut utiliser la distraction, le plaisir, pour aller vers un but. Mais ce n'est pas exclusivement distraire, et souvent c'est ça. Deuxièmement, ce n'est pas dupliquer sa connaissance dans la cervelle de celui qui écoute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je vais tout vous apprendre de la peau de la pomme. Vous allez tout savoir sur la peau de la pomme. On s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les vitamines et les antioxydants sont dans la peau. Et que quand on a mis des pesticides dessus, on est obligé de l'appeler et qu'on retire le meilleur pour la santé. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de celui qui va écouter une histoire sur la pomme, ce n'est pas la biologie de la pomme qui l'intéresse, c'est sa pomme, si j'ose dire. C'est lui-même qui l'intéresse. Et vulgariser, ce n'est pas descendre avec sa connaissance et essayer de la dupliquer dans la cervelle de celui qui écoute. C'est réaliser qu'il y a quelqu'un qui a un certain point de sa vie, qui a certaines demandes, et le conduire sur un chemin qui va de ce point à un point de vue différent qu'il aura envie de garder ou pas. C'est l'empathie. Et alors justement,
là, j'ai largué, si j'ose dire, en passant, mon atout, qui était ce qu'est peut-être la vulgarisation. C'est l'empathie. C'est justement d'aller chercher les gens où ils sont et de les conduire. Mais ce n'est pas seulement les distraire, ou alors c'est les distraire pour les amener quelque part, et ce n'est pas simplement dupliquer sa connaissance, non, c'est donner quelques éléments de ce que l'on connaît qui sont de nature à faire ce chemin à la personne. Alors là encore, journalistes et scientifiques font une mauvaise synergie, et pour le coup, je ne suis pas sûr que les scientifiques sachent bien parler aux journalistes, ni les journalistes les écouter, en tout cas quand ce sont des journalistes généralistes. Les journalistes scientifiques, c'est autre chose. Une chose… Je vous interromps, mais dans les remarques, il y a le fait que certains grands vulgarisateurs, Coppens, Klein, 10, etc., ont une forte audience. Et même à un niveau éducatif, quelqu'un écrit « Vive Jamy ». Oui, non, mais Jamy, il fait un super travail. En plus, bon, je le connais bien, c'est quelqu'un qui, parce que des fois, il vient chercher des informations, c'est quelqu'un qui fouille ses sujets. Non, mais il y a des gens bien. Là encore, bon, en matière de vulgarisation, alors Jamy n'est pas un scientifique, mais il y a des gens comme Coppens, Thies, il y a des très bons noms qui sortent, Étienne Klein, il y a des scientifiques qui font ça. Mais c'est plus un chemin personnel que quelque chose que les institutions vont aider certains scientifiques à faire. Et puis, on ne va pas citer de nom, bien sûr, mais il y en a qui font du boulot de merde. C'est-à-dire que quand on les a écoutés, c'est moins clair qu'avant. Et ça a éventuellement l'air d'être plus clair quand même, mais en fait, les gens sont perdus. Donc, il y a de tout. Et par contre, pour Idriss Arbekan, alors là, je vous invite à connaître la vérité sur son CV, monté de toutes pièces. Idriss, bon… Oui, là, je crois que parle bien, mais c'est tombé. La statue est tombée. Oui, puis quand on lit ses livres, quand on a refermé ses ouvrages, moi je les ai feuilletés, je ne les ai pas lus, mais on n'a rien gagné soi-même. On n'a pas gagné de nouvelles façons de procéder. Par contre, ça se lit très bien, c'est très bien impacté. Mais c'est un exemple d'une forme de vulgarisation qui est plus proche de la distraction pure que de l'enrichissement ou du cheminement. Alors, il y a quelqu'un qui avait une remarque plus complexe, mais qui parlait des bons clients. Alors ça, c'est une expression très commune dans le milieu journalistique pour les scientifiques qu'on a envie d'interroger, parce qu'on sait que de toute façon, ce sera attrayant, ce sera bien, ce sera sympa. Alors, les bons clients, en fait, moi, ce que je pense, c'est que les bons clients, aujourd'hui, ils sont auto-fabriqués. Et ce qu'il faudrait demain, c'est qu'on a un dispositif pour les fabriquer. Voilà. Ce mot de bon client, je ne sais pas si c'est clair, c'est le nom, la typologie dont on affuble le scientifique qu'on a envie d'inviter sur un sujet, parce que ça marche. Bien se passer, ouais. Alors, je ne sais pas, donc il y avait cette longue remarque sur les informés, mais vous voyez, bon, sur les informés, on peut avoir de temps en temps un scientifique, ce serait pas mal, surtout quand l'actualité est riche en écologie, en climat, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on aurait ou pas abordé comme culture? Ah oui, alors quelqu'un dit que les quotas, ça fait pas la qualité. Oui, c'est sûr. Bon, les quotas de chansons françaises, on n'a pas entendu des trucs bien. Mais c'est l'outil quantitatif. Ça n'empêche pas d'avoir une autre politique par ailleurs sur la qualité. Blin et Janco, bah oui, c'est bon. C'est un bon exemple aussi de vulgarisation. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a sur ce sujet-là qu'on devrait aborder encore ce niveau? Il y en a une qui arrive là. Ah, quelqu'un qui dit vous-même dans les… Oui, bon, c'est gentil, mais ce n'était pas ça que j'attendais. C'est très gentil. En fait, moi, je suis aussi conscient de mes lacunes. Et mes lacunes, c'est notamment de parler encore un peu compliqué, et donc de ne pas parler à tout le monde. Bon, j'aimerais terminer. Il y a quelqu'un qui pose une question qui, moi, m'intéresse, c'est comment faire pour expliquer aux jeunes que tout ce qui a été fait avant n'était pas nul, parce qu'on est actuellement dans une écologie de rejet de tout ce qu'ont pu faire les ancêtres et notre génération aussi, et comment montrer que beaucoup de choses… Dieu sait d'ailleurs que tout n'était pas bon. Non, alors c'est une vraie question. Bon. Je vais conclure cette section 2 en prenant en écharpe cette question.
Dans notre vulgarisation, il y a des problèmes qui sont que on vulgarise souvent de jolies histoires, des jolis objets, mais on n'est pas dans une sorte de façon d'aider méthodologiquement les gens. Et on se retrouve avec des problèmes qui viennent du fait que, comme les gens n'ont pas compris la méthode, comme les gens n'ont pas compris la trame de l'histoire, bah, ça rate. Je m'explique. Quand il y a une controverse, des controverses sur masque ou pas masque, gel hydroalcoolique ou pas gel hydroalcoolique, quand il y a des controverses, quand les scientifiques on dit tout et leur contraire sur les plateaux de télé et dans les journaux, les gens on en déduit que la science n'était pas fiable. Alors qu'en fait, on était au cœur du processus de fabrication de la science où il y a un débat où au début, quand une nouvelle question arrive, chacun a ses hypothèses, chacun a ses résultats partiels, on confronte tout ça, puis à force de confronter, on arrive petit à petit à un consensus majoritaire, qui peut changer d'ailleurs, hein, mais qui évolue lentement. Bon, deux choses donc. Un, la controverse fait partie de la science, c'est ça qui la rend justement relativement fiable, c'est qu'on discute assez ouvertement du pour et du contre, et deux, ça évolue. Et ça, bah, les gens n'étaient pas préparés à ça. Ils n'étaient pas préparés à ça parce qu'ils n'étaient pas préparés à la méthode, on n'a vulgarisé que les résultats. Or, les résultats, ils changent quand les données changent. La méthode, elle ne change pas. En fait, ce qui s'est passé lors de la Covid, et puis j'en viendrai à la question après, c'est que c'est comme si, bon, quand vous allez au restaurant, vous avez l'habitude de rentrer, c'est une belle salle, il y a des nappes, il y a des beaux couverts, il y a quelqu'un très accorde qui vient vous mettre à votre table, il y a des belles chaises, c'est beau. Si les plats arrivent dans un balai parfait, ah oui, mais si vous rentrez par la cuisine, c'est le bordel total. Ça s'engueule, il y a des trucs qui accrochent. Alors, pour des raisons pratiques, dans mes déplacements, je suis dans une cuisine en ce moment. Alors, elle est très calme, la cuisine en ce moment, hein, mais au moment où c'est le coup de feu, dans cette cuisine-là, ça doit être l'horreur, ça doit s'engueuler, ça doit sentir le brûlé. Bon, en fait, là, les gens, ils sont rentrés au restaurant par la cuisine. Pire, ils sont rentrés par le local poubelle, en fait, où il y a les ordures, les plats qui ont accroché. Et en fait, il n'y a pas de restaurant sans cuisine. Et nous, on a raconté le restaurant que comme un service parfait, sans le générateur. Et au moment de la Covid, on a vu le générateur et les gens n'étaient pas préparés à ça parce qu'on n'aura pas parlé de la méthode. Alors justement, les jeunes, il faut leur expliquer que ça a toujours été comme ça. Toujours, à un moment donné, ce qu'ont fait les générations suivantes, ben, en l'observant, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Et on avance, on progresse, en gardant du passé ce qui a l'air le plus sérieux et en rajoutant de nouvelles couches qui seront génératrices de problèmes. Et la génération suivante se retrouvera au même point que dans ce qu'elle héritera de la précédente. Il y aura beaucoup de choses à acheter, beaucoup de choses et des choses à garder, et il faudra qu'elle invente ces solutions qui seront les problèmes des générations suivantes. L'agriculture, par exemple, intensive, c'est la solution aux famines, à la base. Bon. Donc, et puis aujourd'hui, on sait bien que ça pose d'autres problèmes et on ne voudrait pas courir dans ces problèmes. Donc, c'est pareil. Là, il faut dire que la culture, en général, qu'elle soit scientifique ou non scientifique, la culture, c'est quelque chose qui est en évolution. Nous sommes dans une évolution culturelle perpétuelle et toujours le passé mérite inventaire. Tout n'est pas à y jeter, mais tout n'est pas à y garder. Et dans l'innovation, il faut se préparer à ce qu'une partie de cette innovation subisse le même sort. Être gardée pour l'une, être jetée pour l'autre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être, Anne-Marie, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, effectivement, quelqu'un disait en termes de méthode que par définition, ce qui est scientifique est réfutable. Ça peut évoluer. On peut avoir de nouvelles données qui montrent que ce n'est pas exactement comme ça, voire que c'est complètement faux. Ça, c'est le propre de la science. Et c'est ce qui l'oppose au dogme. La Bible ne change pas. Le petit livre rouge ne change pas. Et le propre de la science, c'est justement de changer. Alors, bon, il y a plusieurs commentaires assez intéressants de Ben, mais ce qui se cache derrière les propos de Ben, c'est qu'on sent bien que quand… Et je connais plusieurs vulgarisateurs de qualité qui pourraient subir le même traitement, c'est que quand vous avez besoin de trouver des ressources pour vivre, bah, c'est moins simple que quand vous êtes payé par la force publique pour faire votre métier et que vous pouvez survivre sans conflit d'intérêts. Moi, j'ai la chance
d'avoir un salaire qui va tomber à la fin du mois, même si je dis du mal d'une entreprise, ou même si je dis du mal d'un collègue, je suis d'une certaine façon libre parce que mes revenus sont assurés. Ça veut dire que l'information libre, elle a un prix. Elle a un prix qui est qu'on doit assurer sa diffusion et la vie de ceux qui la font sans qu'ils aient besoin de trouver de l'argent, parce qu'après, ils ne sont plus forcément libres. Ben, je ne veux pas insister plus, mais vous soulevez un problème absolument important. Alors, éduquer à l'échec, oui, mais quelque part, implicitement, dans l'idée d'évolution, il y a l'échec, parce que dans toute évolution, il y a des choses qui disparaissent. Dans l'évolution biologique, il y a des espèces qui disparaissent, il y en a d'autres qui envahissent le milieu, il y a des individus avec des descendants, d'autres qui disparaissent sans descendance, et c'est aussi dans le monde des idées la chose. En fait, dans la trame du monde que l'on doit proposer, dans le canevas dans lequel ensuite on va pouvoir placer des objets et des connaissances, il y a cette notion que tout évolue et que l'évolution, c'est préparé à l'échec. Alors, vous savez, ici, si je peux faire une petite parenthèse, mais elle est introduite de mon dernier point, dans l'enseignement, on n'aime pas raconter ce qu'on a acheté, on n'aime pas raconter ce qui a merdé, on raconte que l'histoire des théories qui ont survécu jusqu'à maintenant. Et du coup, on a l'impression qu'on accumule des succès. Alors que, je suis désolé, on a réfuté des tas de choses. Je vais vous donner un petit exemple. Quand moi j'ai passé l'agrégation, on disait que les neurones, quand ils étaient sectionnés, ils ne repoussaient pas. Puis le matin d'aller à l'oral, j'entends à la radio une grande avancée scientifique, on a réussi à faire repousser des neurones. Et qu'est-ce qui m'arrive à l'oral de l'agrégation? Un des membres du jury me demande, alors, et les neurones, est-ce que quand ils sont coupés, on a des moyens de les faire repousser? Moi, je dis, bingo, il a entendu la radio comme moi ce matin. Je dis, bah oui, maintenant on sait faire. Et bon, j'ai une seule note sur les questions parce que, non, un neurone, ça ne repousse pas. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des tas de choses qu'on jette et c'est ça qui fait la différence avec le dogme. Et aussi, le problème marginal, qui montre que la science n'est ni bonne ni mauvaise, le problème marginal, c'est qu'il y a des tas de choses qu'on prend à un moment et qui sont susceptibles de ne plus être valables le lendemain. Mais le pari, c'est qu'elles sont en quantité marginale. J'ai une question à vous poser justement par rapport à ce qui est marginal et ce qui est enseigné. Si on prend l'exemple des poils absorbants, combien de générations ont travaillé sur des poils absorbants qui finalement font pas le job? Non, puisque c'est les champignons associés aux racines qui font le job, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur le pôle absorbant. Alors, c'est vrai que le pôle absorbant, il sert à un moment, et c'est là le drame total, c'est au moment de la germination, quand la racine n'est pas connectée à des champignons, ou au moment où votre oignon commence à pousser des racines. À ce moment-là, il n'y a pas encore de champignons, surtout si en plus vous faites pousser les racines dans l'eau ou sur du coton humide, et là, il y a des pôles absorbants. Du coup, les modèles sur lesquels on montre les racines se trouvent être ceux qui ont des pôles absorbants, et fonctionnels dans ce cas. Non, mais c'est un très bon exemple. Alors, et ça, cet exemple-là, il pointe un autre problème que je n'avais pas prévu de discuter, c'est le problème de la diffusion de l'information scientifique vers les enseignants. Ça demande de la formation continue. Et je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que enseigner 30 ans après avoir été formé dans un domaine comme la biologie, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la même biologie qu'on enseigne. Bien. C'est une bonne remarque qui nous conduit à mon troisième point, c'est l'avenir. Parce qu'au fond, quand j'ai fait un constat d'échec collectif qui expliquait mon premier point, en donnant à tout le monde, les braves gens, les scientifiques, les journalistes, j'ai distribué des mauvais points à tout le monde, j'aurais pu encore en distribuer d'autres. Je parle du présent, parlons de l'avenir, intéressons-nous à l'avenir. Vous savez, la fédération Biogé que je préside et qui regroupe le muséum, 5 académies, dont celle d'agriculture, de médecine, de pharmacie, qui regroupe également une soixantaine de sociétés scientifiques, et puis des sociétés de citoyens, et puis des associations d'entreprises. Bon, cette fédération, qui se veut la voie de la biologie et des sciences de l'environnement et de la Terre en France, son souci, c'est de remettre les sciences dans les mains des citoyens. Et un grand volet de notre action, c'est le souci de les mettre en particulier dans les mains des plus jeunes. Et c'est dans les documents préparatoires disponibles pour ce webinaire que vous allez trouver le mémorandum que Biogé a fait, un mémorandum où nous faisons l'état de l'enseignement des sciences du vivant et de la Terre en France. Un état des lieux où nous proposons des solutions. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les enseignants.
Ça, c'est important, parce que ce qui va suivre pourrait être vu comme une critique des enseignants. Les enseignants, ils font ce qu'on leur dit de faire avec les moyens qu'on leur donne et la formation qu'on leur a donnée. Et en plus, ils ne sont pas très bien payés pour le faire et ils le font dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc, moi, je ne suis pas en train de taper sur les enseignants. C'est plutôt le contexte et la façon dont on les accompagne que je ne trouve pas optimale. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la formation d'un jeune? Je vais vous en parler dans les sciences du vivant et de la Terre. Je vais vous en parler en 3 points. Mon premier point, c'est le primaire. Alors, ça pourrait être très rapide si on s'arrêtait au contenu, parce que il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a 2 heures de sciences par semaine, toutes sciences confondues, et on sait très bien que dans 80% des classes, ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que très souvent, et c'est le nœud du problème au primaire, ce n'est pas la bonne volonté des professeurs des écoles qui est incriminée. C'est juste que souvent, ils sont de formation littéraire et dans leur formation initiale, il n'y a pas du tout de formation complémentaire aux sciences. Et ça dure encore maintenant. Si vous regardez les maquettes ou si vous regardez les concours de recrutement, les sciences sont en option. Elles représentent peu d'heures. À l'INSPE de Paris, par exemple, quand vous devenez prof dans le primaire, vous avez 6 heures de formation sur le développement durable et c'est à peu près tout ce que vous avez d'écologie en 2 ans. Donc, cette chose-là continue. On a un problème de formation initiale et d'absence de formation continue qui fait que, malgré qu'ils en aient, eh bien, les enseignants du primaire, ils ne forment pas aux questions pas beaucoup aux questions d'environnement, de santé, et voilà. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. L'idée, c'est qu'il faudrait les aider à ça, venir suppléer au problème, d'autant que, j'aimerais insister là-dessus, il y a des méthodes comme l'observation ou l'expérimentation qui sont véhiculées par ces disciplines. Donc, il y a un enjeu de méthode aussi pour les plus jeunes. Hein. Comment les aider? Moi, je pense qu'on doit pouvoir arriver à les faire assister ou à les faire former, soit par des enseignants venus du secondaire, qui pourraient jouer le rôle de formateur, soit par certains de leurs collègues, et il y en a qui sont doués, qui brillent par des initiatives dans des écoles primaires, qui pourraient être des moteurs finalement de formation de leurs collègues. On peut aussi gérer l'avenir en ayant de meilleures maquettes de formation, après tout, ce sont les mains du ministère, de meilleures maquettes de formation des futurs enseignants, de ce point de vue-là, donc on peut gérer aussi l'avenir, encore en termes de formation des enseignants. Et puis maintenant, quant au programme, alors, le programme, sur les enseignements fondamentaux de l'écriture et des mathématiques ont bouffé toutes les heures de formation continue, et ça prend du temps d'apprendre à écrire, à compter. On dit souvent, oui, mais Marc-André, il n'y a pas que ça à faire. Il y a des enseignements qui sont importants méthodologiquement. Alors, stop. Je viens de dire que les sciences du vivant et de la Terre contiennent aussi des méthodes. Donc, je ne suis pas prêt à entendre que ces méthodes sont secondaires. Savoir observer et savoir expérimenter des choses, ça fait partie quand même des enseignements fondamentaux. Bon, donc, oublions ça. Que lire, écrire et compter prennent du temps, ça, alors par contre, ça c'est une bonne observation. Or, on en a besoin. Mais enfin, il est où le hiatus avec les sciences du vivant et de l'environnement, et les sciences en général d'ailleurs? Il est où le hiatus? Moi, je ne le vois pas. Regardez-vous une pomme. Vous prenez une pomme, et les pommes sur la table, ça tombe bien. Bon, on peut faire une dissertation sur l'allure, la forme de la pomme, son odeur, son goût. On peut très bien, cette pomme, l'ouvrir et essayer de comprendre ce qu'il y a dedans et les fonctions de ce qu'il y a dedans, observer, essayer de proposer des rôles, des fonctions. Et puis après, on termine en comptant les pépins qu'il y a dans les pommes de tous les gamins qui en ont et puis on a une initiation à la moyenne et l'écart à la moyenne. Je veux dire par là qu'on nous présente les enseignements fondamentaux, lire, écrire, compter, comme quelque chose de vital. Et c'est vrai, mais on nous les présente comme un solfège. Or, on peut très bien les enseigner à propos d'objets réalistes qui touchent à la santé, qui touchent à l'alimentation. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de hiatus. Et vous sentez monter une petite musique qui est l'interdisciplinarité. Vous l'entendez? L'interdisciplinarité. On n'a pas enseigné les maths, on n'a pas enseigné la biologie, on n'a pas enseigné l'histoire géo. On forme une cervelle. On n'est pas en train de mettre dans un rack de boîte aux lettres des plis dans différentes cases. Bon. Donc, pour le primaire, problème de formation initiale et continue des enseignants avec des solutions, ceux d'entre eux qui sont doués et motivés pour les sciences du vivant et de la Terre, et puis les collègues du secondaire. On arrive maintenant, dans un deuxième temps, au collège et au lycée. Alors, de la 5e à la seconde, puisqu'il y a un enseignement indifférencié de sciences, et il risque même d'ailleurs d'avoir un enseignement indifférencié de tout très prochainement en 6e, puisque c'est la réforme qui nous prend au nez, le prof unique en 6e. De la 5e à la seconde, ce sont les sciences du vivant et de la Terre qui incarnent, avec à peu près 1 heure par semaine en moyenne,
une heure et demie de temps en autre, de la 5e à la seconde exclusivement, qui incarne l'enseignement des sciences de la vie et de l'environnement, des sciences de la vie et de la terre, comme on les appelle. Dans son cursus secondaire, un gamin va avoir 600, pour ne parler que des sciences, 680 heures de maths, 300 heures de physique-chimie et 270 heures de SVT. Là, je ne comprends pas, moi, les ratios. Hein. Je suis un petit peu étonné. Je suis un peu étonné aussi de découvrir que finalement, il y a 2 fois plus d'histoire géo. L'histoire géo, c'est comprendre de quelle histoire, de quel passé on est le produit et comment on se déploie dans le présent avec la géographie. La biologie, c'est comprendre de quoi on a évolué et comment on est lié à des écosystèmes. C'est la même chose. Ah bah oui, mais c'est 2 fois moins d'heures. Moi, je ne comprends pas. Donc, il y a un vrai problème. Et là, le manifeste de Piaget propose d'augmenter ces heures, mais ce n'est pas le seul problème. Parce que si on augmente les heures, hein, c'est ce que nous a dit le ministre, ouais, mais tout le monde veut augmenter les heures. Hein, mais attendez, on peut aussi faire de l'interdisciplinarité. On peut faire en sorte que les programmes, ce qu'ils ne sont pas, aient des objets en commun chaque année qui lient ici l'histoire géo et les SVT, ici la physique-chimie et l'art plastique, enfin, vous voyez, de façon à ce que les objets soient non seulement abordés par toutes les dimensions qu'ils ont, mais aussi de façon à ce qu'un gamin qui n'aime pas les SVT, eh ben, il aborde un truc par l'art plastique. Un gamin qui n'aime pas l'histoire géo, il aborde un truc par, pas moi, la physique-chimie. Vous voyez, parce que l'idée, c'est qu'à un moment, il faut les attraper. Et puis, aujourd'hui, de toute façon, on est en train de remplir les boîtes aux lettres séparément, la boîte aux lettres physique-chimie, la boîte aux lettres SVT, alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule cervelle. Et ça, pour le faire, il faut faire vivre des objets et des discussions entre les disciplines. Par exemple, et je vais reboucler sur un problème que j'avais évoqué dans ma partie 2, des SVT sans épistémologie, sans comprendre le fonctionnement des sciences, ça ne marche pas. Comprendre l'évolution des connaissances et le fait qu'elles sont en perpétuel changement sans histoire des sciences, ça ne marche pas. Des SVT sans philo ou des SVT sans histoire, ça ne marche pas. Donc, l'interdisciplinarité qui permet d'augmenter le temps où on parle de certains objets en le répartissant entre plusieurs disciplines et de s'assurer de captiver l'élève, même si l'une des disciplines qui traite d'un objet le barbe. Par parenthèse, ayez la curiosité, ils sont en ligne dans le BO, d'aller voir les programmes d'enseignement civique. Vous verrez qu'on serait des robots, on aurait le même programme. Il n'y a rien de survivant. Voilà une interdisciplinarité ratée. D'ailleurs, Blanquer l'a repéré, qui, à la fin de son mandat, s'était un petit peu étonné de ça. Oui, après la crise Covid, et quand on voit les crises environnementales qu'on vit, on s'aperçoit qu'être citoyen, ça demande aussi un minimum des aspects biologiques. Bon, le primaire, c'est réglé. Le collège-lycée, c'est réglé. Plus d'heures, plus d'interdisciplinarité. Vous savez, l'idée, c'est que l'enseignement, c'est comme un cocktail. Il ne suffit pas de mélanger les trucs pour que ça marche. Et souvent, quand il y a un truc qui est en grande quantité, ça domine les autres, c'est pas bon. La question, c'est le dosage. Ben, le dosage, il reste à faire. Et quand je dis le cocktail, l'idée, c'est qu'on fait un verre. On fait un verre. Pas plein de verres remplis de choses différentes. L'interdisciplinarité. Mon troisième point, ce sera un très bref point sur la spécialisation pour ceux qui veulent devenir biologistes. Alors, on compte que chaque année, sur le marché de l'emploi, il y a 600 000 postes à pourvoir qui demandent des compétences de biologie au sens large. Ça va de l'assistance à la personne âgée jusqu'à l'agronomie, en passant par la médecine. 600 000 postes par an, c'est pas rien. Bon. Alors, on forme des gens, effectivement, avec aujourd'hui 2 problèmes. Un problème que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'en terminale, il y a 2 options. Quand on est en terminale, il y a 2 options pour le bac, enfin 2 spécialités, comme on dit. Et si vous êtes biologiste, ben vous êtes bien emmerdé parce qu'on n'est pas biologiste sans maths et on n'est pas biologiste sans physique-chimie. Alors, vous prenez quoi? Ah ben, vous prenez les matières qui vont vous servir pour le point suivant, la sélection. Mais en tout cas, il vous en manquera une. Bon, maintenant, on a maths renforcée, donc on peut faire une option de maths renforcée, de la physique-chimie et de la bio. Mais moi, je ne comprends pas que les jeunes de cet âge-là, on leur demande d'avoir juste 2 matières de spécialité. Ils ne sont pas encore très déterminés sur l'avenir et on devrait continuer comme en première avec 3 spécialités, ça résoudrait tous les problèmes. Bien, cette petite remarque sur la terminale étant passée, j'arrive au supérieur où certains deviennent matheux, d'autres agronomes. Eh bien, il faut qu'ils fassent des maths et de la physique
à des régimes incroyables qui s'expliquent par la sélection. Pensez que pour rentrer à l'agro, à l'écrit, le coefficient des maths est le même que le coefficient de la bio. Moi, j'aimerais que le coefficient du français soit un peu plus haut, parce que pour ensuite corriger quelques copies d'agronomes, je peux vous dire... Bon. Non, moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe là. On a des systèmes où, comme on n'utilise pas la matière de spécialité comme matière de sélection, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est très étrange. C'est vraiment contre-performant. Ça me rappelle l'époque, on rigole doucement parce que ça, alors maintenant, comme c'est du passé, on sélectionnait les gens sur le grec et le latin. Ben, vous savez, on a fait l'expérience de sélectionner les gens sur les maths et la physique dans le domaine de l'environnement. On a fait l'expérience. Et là, j'en reviens à l'observation. Sachant observer les choses et déduire de l'observation. Dans les années 50, 60, 70, on a formé les gens comme ça. On a fait des décideurs formés comme ça. Ça a donné une crise environnementale telle qu'on l'a. Parce que quand vous avez besoin de déplacer quelque chose, bah, le plastique, c'est trop génial. Ah bah oui, mais si maintenant je regarde le plastique du point de vue de l'environnement, c'est une catastrophe. Quand vous avez besoin de nourrir une plante, vous lui donnez des engrais minéraux, c'est exactement ce dont elle a besoin. Ah bah oui, mais quand je regarde ça du point de vue de l'environnement, ça devient une catastrophe. Quand je suis malade, je prends des antibiotiques. C'est génial, ça tue les bactéries. Bah oui, mais du point de vue de l'environnement et de la santé de demain, c'est une catastrophe. Du point de vue de mon microbiote, par exemple. Vous saisissez le truc? À force d'avoir eu des approches réductionnistes hyper efficaces, on n'a pas vu le décor. Donc, on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de disciplines sont des outils incontournables, mais qu'on a besoin d'une vision systémique et dans le complexe. Ah bah tiens, ça ressemble plus au programme des sciences humaines et des SVT, ça. Et on a vraiment besoin, on ne l'a pas eu, et donc je ne comprends pas pourquoi on continue à sélectionner les gens sur des maths et de la physique, alors qu'on pourrait très bien les sélectionner sur un panel qui comprenne aussi des capacités d'expression, des capacités de verbalisation, par exemple, et puis de la discipline, Je veux dire, la discipline de prédilection, puisque là, on parle de la formation des spécialistes. Bon, alors, j'arrive vers la fin, vers ma conclusion, et je vais prendre des questions, mais j'espère vous avoir convaincu que ce qui traîne derrière tout ça, c'est l'idée que la science ne vaut que si elle est restituée à la société, et que les scientifiques se doivent de faire plus que des publications scientifiques, ils se doivent de vulgariser. Et la deuxième chose, c'est que cette science, si elle est bien restituée à la société, elle pourra donner des outils. Il y a plein de belles au bois dormant, en fait, dans le message de la science. Et pourtant, aujourd'hui, elle est cantonnée à un rôle de Cassandre. Elle est cantonnée à expliquer les catastrophes. Et ça, c'est vraiment horrible parce qu'elle est pleine de solutions. Et quelque part, elle s'enterre dans une image négative parce qu'elle est cantonnée à un rôle de Cassandre. Ce que j'ai dit, c'est qu'on est tous un peu coupables de ça. Il n'y a pas de gens en particulier à montrer du doigt, mais pour sortir de ça, il faut former différemment. Or, nous continuons à former de la même façon. Nous continuons à former comme nous avons formé. Et donc, non, nous ne sommes pas en train de former une génération qui soit plus à même d'éviter les erreurs que nous avons faites, puisque nous la formons pareil. C'était un peu ça que je voulais vous dire, et ça nous laisse un peu du temps pour quelques questions. Parmi les questions, on soulève notamment le fait que certains spécialistes de l'orientation, voire même certaines facultés de médecine, conseillent à des élèves de terminale de garder maths et physique et d'abandonner SVT puisque c'est une matière tellement facile. Ben oui, il y a cette idée que les SVT, c'est un peu comme un cabinet de curiosité. Mais quelque part, j'ai répondu à cette approche en disant qu'elles étaient généralistes aussi d'éléments de méthode qui leur sont propres, comme toutes les disciplines. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des disciplines qui aient de la méthode et les autres, c'est n'importe quoi. Donc, on reste sur cette idée du cabinet de curiosité, on se dit, bon, la biologie, on peut toujours apprendre. Foutaise, je mesure mes mots quand je dis foutaise, parce que c'est une science du complexe, et le complexe, c'est pas simple. Donc, ça ne s'apprend pas en un an. Et moi, je vois très bien des étudiants sortant de grandes écoles qui sont des matheux, des physiciens. J'en ai eu dans mon équipe qui sont venus parce qu'on a besoin de bioinformaticiens, on a besoin de matheux. Dans mes équipes de recherche, j'en ai vu. Je peux vous dire que leur vision du vivant, elle est beaucoup plus faillible. Elle est beaucoup moins subtile. Et ils sont en échec devant des choses très simples. D'ailleurs, je sais
par des recruteurs qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui recrutent des agros pour les mettre à des postes qui ne sont pas des postes d'agronomie parce qu'ils apprécient la capacité à gérer le complexe. La méthode. Ben oui. Alors, ça c'est important, hein, mais Dans vous les savez, on ne sort questions, pas des ornières très vite. Hein. Oui, pardon. oui, dans les questions, il y a celle justement comment se former, parce qu'il y a comment un citoyen lambda peut accéder à une connaissance scientifique, notamment du vivant, de façon assez simple et accessible, ou quelles ressources pour les jeunes, revues, sites web, parce qu'on rentre très vite alors dans la Ah, complexité quand on est peu formé, comment on va oui, pas faire du centre bio. avec une offre pléthorique et on ne sait pas trop se diriger. Alors, c'est là qu'on aimerait qu'il y ait du mentorat. Mmh. On aimerait, par exemple, qu'il y ait des programmes de formation en ligne qui soient organisés un peu plus de façon, conçus de façon plus cursus. Mais ça existe. Beaucoup d'institutions de recherche, il faut quand même le dire, se consacrent à des MOOC. Là, il y a un MOOC sur les arbres qui sort, où moi j'ai été donc un des scénaristes du MOOC. Il va en sortir un de Tela Botanica très bientôt sur la pollinisation. Juste avant de prendre la ligne, là, j'étais en train de voir si les enregistrements de mes parties étaient congruentes à ce que j'avais souhaité, si tout était carré. Donc, il y a des MOOC. Bon. Après, c'est vrai que comme il y a une offre énorme et qu'il y a des MOOC aussi un peu pourris qui traînent, on voudrait qu'il y ait quand même des systèmes de labels et tout. Et on en revient à ce que je disais à propos du soutien aux blogueurs ou aux podcasteurs. On aimerait qu'il y ait des systèmes de labels ou des systèmes qui étiquettent ce qui est bon, sachant que le reste n'est pas forcément mauvais, mais qu'au moins, si on prend ce qu'il y a cette étiquette, on est sûr d'avoir la qualité. Et que tout ça soit éventuellement organisé aussi un peu plus en cursus, au-delà même des MOOC, qu'on ait plus de cursus pour ceux qui ont envie de se former. Mais on voudrait surtout que les plus jeunes, ils le soient déjà. Ah, il y a quelqu'un qui qui est enseignante, qui dit que quand elle explique des choses écologiques à ses élèves, ils sont stupéfaits, et puisqu'on sait ça, pourquoi on ne le fait pas? Oui, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Simplement, j'espère que quand ils auront grandi, ils s'en souviendront, c'est-à-dire qu'ils ne se souviendront pas plus des 10 fois plus d'heures de maths et de français qu'ils ont eu que ce que Swazik Poré leur aura dit. Voilà, pour les jeunes, ben, il y a des magazines comme Science et Vie Junior hein, qui sont pas mal. Ben, on est bien équipé hein, quand on cherche Science et Vie Junior. Après, pour quand ils sont un peu plus âgés, ben, il y a des revues comme Espèce, une revue dont je suis un des éditeurs qui est pas mal, avec plein d'histoires naturelles et une volonté des éditeurs d'avoir toujours un message sur le fond et un message méthodologique. Bah, les gens qui ont intérêt à ce que ça perdure, la personne, Ben, qui a fait cette remarque, en fait, le problème, là, il n'y a pas de conspiration, c'est qu'à un moment, les gens, ils savent faire un truc, ils savent vendre un truc, ils sont profondément convaincus d'un truc, ils l'entretiennent. On est tous comme ça. Hein. Quelque part, moi, je suis habitué par formation à ce que ça change, et je voudrais que tout le monde soit préparé à ce que ça change. Je ne suis pas différent des autres. Mais il n'y a pas forcément de conspiration derrière ça. Il y a des lobbies, effectivement, qui sont des lobbies pas forcément très empathiques ni généreux. Mais c'est normal, l'envie de ne pas changer. Et c'est sain tant que ça inspire une prudence par rapport au changement et que cette prudence ne va pas jusqu'à exclure tout changement. Oui, non, mais je sais bien que ce n'était pas de la conspiration. Hein. C'était pas du conspirationnisme. Voilà. Mais c'est clair qu'il y a des médias qui sont intentionnellement… Voilà. Je vous recommande beaucoup la lecture de Marchand de doute, ce livre d'une journaliste américaine, j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est bête, Marchand de doute, Merchants of Doubt. C'est quelque chose qui vous explique comment certains utilisent l'absence de connaissance des mécanismes de la science. Naomi Oreskes, nous dit Jean-Pierre ou Jean-Paul. Oui, bah c'est ça. Et donc, il dit très bien ce bouquin. Il explique comment certains utilisent l'absence de connaissance des mécanismes de la science pour avancer leurs idées. En gros, ils payent quelqu'un à dire « Ah non, c'est pas sûr ». Et du coup, on dit « Ah, regardez, il y a une controverse. C'est pas certain que le tabac soit toxique. C'est pas certain que le tabagisme passif soit toxique. C'est pas certain que la couche d'ozone… » Et c'est toujours le même processus. Soit en train de disparaître. C'est pas certain que le climat change. C'est pas certain que la biologie s'éteigne, puisqu'il y a une controverse. Mais non, la controverse fait partie de la science. Ce qu'il faut, c'est regarder le consensus majoritaire. Il faut savoir quel est l'état de la science. Bon.
Il y a la question, auriez-vous un conseil de livre qui introduise de manière didactique à la pensée, à la méthode scientifique au sens large? En gros, Alors, je sais que Guillaume Lecointre a publié quelques bouquins qui sont pas mal et il va en publier un là sur les idées reçues qui est pas mal. J'y consacre le dernier chapitre du livre que je suis en train d'écrire et qui paraîtra dans un an. Il n'y a pas encore de titre, mais donc c'est le prochain sur la liste. Je sais que Thomas Durand, le podcasteur de La Tronche en Biais, va sortir un bouquin qui s'appelle L'Esprit critique pour les nuls. Publicité non payée, celle-là. Voilà. La Tronche en Biais, hein, c'est un site. Alors, c'est une vision très positiviste de la science, hein, mais c'est des gens qui sont très à cheval sur la méthode et qui essaient de pousser la tronche en biais, essaient de pousser une compréhension des méthodes. Un très joli nom, hein, La Tronche en Biais. C'est marrant, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ah, on peut chercher l'historique de l'invention du nom. Oui, à faire, chose à faire. Il y a quelqu'un qui dit, voilà. Savoir aux croyances de Guillaume Lecointre, bien sûr, chez Belin. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, je n'avais pas le titre, oui, c'est ça, c'est pas mal. Guillaume, une personne très intéressante en termes de méthode. Et alors, je voyais là le message d'Aurore, enseignante d'histoire géo, qui fait souvent le lien avec la SVT, l'art, le français, les mathématiques, au détriment de la discipline. Enfin, ça ne devrait pas être au détriment, ça devrait être aidé dans les programmes, ça ne devrait pas être une démarche personnelle, mais quelque chose d'institutionnalisé. Et il y a eu des moments où on a eu des célébrations interdisciplinaires, notamment avec les TPE en terminale. Mais ce que j'observe, moi, et sans vouloir faire une critique des enseignants, hein, mais ce que j'observe, c'est que quand les TPE ont disparu, les enseignants ne se sont pas rués pour clairement, ce n'était pas le truc qui leur paraissait vital et où ils se sentaient le mieux. Ben oui, puisqu'ils sont formés à une seule discipline. Et on revient à la question de formation. Et au collège, il y a quand même les EPI qui sont très pratiqués et qui permettent cette approche. Mais je ne suis pas sûr que ce soit dans la voie générale. Voilà. En tout cas, c'est toujours intéressant, ce qu'on connaît. En tout cas, moi, je vais devoir aller à ma conférence. Si vous êtes dans le Nord, c'est à Écueil, pas très loin de Saint-Omer. Et on va parler de sol et je vais devoir vous laisser. Bien, parler de sol sans nous, alors. Je peux laisser la caméra branchée si vous voulez. Pour les références, les ressources, elles seront transmises à tous les participants, tous les inscrits. Et évidemment, vous retrouverez tous les titres des ouvrages de Marc-André et puis toutes les références qu'on a évoquées de façon quelquefois très partielle. Et on va rajouter le Cointre chez Belin, qu'on va rajouter à la liste des ressources. Et on va remercier aussi les participants involontaires à cet exposé. Merci Philippe Le Vigoureux pour le titre là. Oui, merci à tous de votre attention surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine, on essaiera d'être. J'enverrai le code secret, promis. Maintenant qu'il faut un code secret, mais au moins. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.